tout le monde, tous, toutes. Je suis la directrice de l'Institut Cervantes de Casablanca, Lola López Enamorado. Et avant de commencer la présentation des activités culturelles d'aujourd'hui, je veux parler un peu de l'Institut, de son personnel et de plusieurs choses que je crois que vont vous intéresser. L'Institut Cervantes a été créé en 1991 comme une institution culturelle et pour promouvoir, enseigner l'espagnol et diffuser la culture de l'Espagne et des pays hispanophones. Le siège de notre institution se trouve à Madrid et il y a notre siège à Alcalá de Henares, qui c'est le lieu où est né Miguel de Cervantes, l'écrivain que vous connaissez. L'Institut Cervantes est présent dans les 5 continents avec plusieurs de 70 centres. Le travail de l'Institut, de notre institut, est dirigé par des personnalités du milieu académique, culturel, littéraire, espagnol et hispano-américain. Notre institution se charge aussi d'organiser des cours d'espagnol et des cours de formation pour professeurs, d'organiser la tenue des examens officiels, d'appuyer les hispanistes dans leurs activités et de promouvoir les activités culturelles en collaboration avec d'autres organisations, comme par exemple le cours de cuisine espagnole donné par Pepe Domenech, et ici, chargé du restaurant espagnol La Cocina. Curieusement, lui, il est le cousin de Juan Dominguez. Juan Dominguez est un chorégraphe espagnol qui a déjà été avec nous pour diriger un atelier, je crois que le mois de septembre ou bien octobre de l'année dernière, et que nous avons aujourd'hui le plaisir de présenter avec sa dernière création, Clean Room. Clean Room est une mini-série de 6 épisodes, un peu comme les séries de télévision, mais différentes. Et aujourd'hui, Juan va nous présenter d'une façon expérimentale les 6 épisodes suivis. C'est un peu comme quand on s'accroche à une session complète de suivi. C'est un peu Moussal Sala Kamla, Subtile Vision. Kamla. Cette invitation fait partie du programme Résonance organisé par Laura Gutiérrez Tejón. Le nom de Laura veut dire blaireau en français, comme l'animal. Mais aussi en réalité, elle dit que son prénom devient de l'arbre if. La collaboration entre Laura Gutiérrez et Juan Dominguez, que je ne vois pas, et date de loin. En fait, je crois que la relation entre eux renferme beaucoup de secrets. La personne qui vient de descendre est Álvaro Malo. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Son nom, ça veut dire méchante. Álvaro qui monte, la personne qui monte s'appelle Álvaro Malo et son nom veut dire méchant en français. C'est lui, de notre stagiaire, qui essaye de résoudre un problème. On a cet après-midi un problème d'Internet à la bibliothèque. Álvaro a étudié l'économie et la gestion culturelle, mais vraiment, il vient de me dire de nous dire à tout le monde qu'il voudrait devenir le directeur de l'Institut Cervantes à New York. Et il a déménagé à Casablanca le mois de septembre. Il est madrilène, il a 26 ans. Il est venu avec sa copine française, elle est avec nous, là-bas. Sa copine s'appelle Salomé, et qui l'a connue à Lisbonne il y a 3 ans. Et entre eux, ils parlent anglais. Et Álvaro aime faire du surf, et aujourd'hui il m'a dit très content, enthousiasmé, qu'il veut qu'il arrive le printemps parce que ça semble que les conditions de la plage sont favorables. Je voudrais aussi vous dire qu'il y a un problème dans les toilettes de messieurs. Si vous voyez qu'ils ne marchent pas, et vous pouvez utiliser les toilettes des femmes, même si les toilettes des femmes sont au premier étage. Mais si cela vous paraît pas très correct. Nous sommes désolés pour les dérangements, mais nous avons un problème général de tuyauterie à l'Institut et nous espérons le résoudre bientôt. Ça, c'est une ambulance. Si vous avez une urgence, je crois que vous devez composer le numéro 15 ici au Maroc. C'est l'ambulance.
La personne qui m'a laissé escalier, c'est Juan Claudio Benzi. Juan Claudio il travaille ici depuis longtemps. Il s'occupe de l'atelier du bâtiment depuis 25 ans. Et il est un peu arabe, un peu espagnol, moitié-moitié. Et les gens, ça dépend d'où ils viennent. Ils l'appellent l'arabe, le berbère, le marocain, l'espagnol. C'est un peu mélangé. Et Juan Claudio, il est en train de réparer les tuyauteries. Ça semble que l'origine du problème, c'est trop dans un tuyau qui passe par le bureau de Laura. Alors Laura est la responsable de ces tuyaux et aussi des activités culturelles de l'Institut Cervantes de Casablanca. Et c'est elle, comme je vous ai dit, qui a proposé le programme Résonance. Et Laura, puisque tu es ici, tu peux présenter le programme. Merci beaucoup. Je vous présente Laura. Bonsoir, le programme de Résonance, c'est un programme qu'on présente en collaboration avec l'ambassade d'Espagne et l'espace d'Arja avec Casablanca, dirigé par Mayenne Jazouli. Je la vois, elle est par là aussi, parmi nous. Et c'est un programme présenté par deux chorégraphes espagnols, Olga Mesa et Juan Dominguez. Olga Mesa, elle était déjà venue en juillet 2011 pour faire un atelier de chorégraphie. Et Juan Dominguez, il est venu en octobre dernier pour faire un laboratoire aussi de création scénique. Et ils reviennent maintenant pour continuer leur travail. Olga Mesa, il est venu en février, il a fait un laboratoire chorégraphique, plastique et audiovisuel avec un autre artiste espagnol, Francisco Ruiz de Infante. Et ils ont travaillé avec 10 artistes marocains de danse et de théâtre. Ils ont présenté l'atelier le 23 février. Et aujourd'hui, il y a Juan Dominguez qui est venu pour présenter avec Maya Khaled, son assistante, leur dernière production qui a été présentée à Berlin en août dernier, Clean Room. C'est le spectacle que nous allons voir ce soir. Et comme je vous ai dit, c'est un programme qu'on fait en collaboration avec l'espace d'Arja, qui est un espace de Casablanca qui soutient la danse contemporaine, la création et aussi la formation. Il y a des artistes qui sont en résidence à l'espace d'Arja. On a par exemple Younes. Younes, il est en train de préparer à Darja aussi sa dernière production. The work is all the time. Work is all the time in progress. Ouais. Donc c'est un dernier travail que j'ai fait à l'espace d'Arja. L'espace d'Arja, c'est un lieu de diffusion et de résidence pour des artistes qui travaillent dans le milieu de la danse contemporaine. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir un temps de résidence là-bas pendant 2 semaines pour travailler sur ce projet. J'ai travaillé sur l'idée de processus de travail comme sujet de traitement, avec 3 mots qui c'est le détournement et la transformation, le changement. Pendant le travail, on a installé un jeu entre la réalité et la fiction. Ça a donné plusieurs séquences pour ce travail. Par exemple, je donne un exemple. Bon, par exemple, j'étais blessé à l'espace d'Arja. Mais en réalité, je n'étais pas blessé à l'espace d'Arja. J'étais blessé devant l'espace d'Arja l'année dernière. J'étais en train de marcher et à un moment donné, j'étais renversé par un moto. Et du coup, j'ai un problème, j'ai un déplacement cervical. Et en étant allongé, je commençais à regarder les bâtiments et je trouvais que l'architecture était intéressante. C'était, je crois que c'est le quartier Insultant, c'est bien ça. Du coup, à ce moment-là, je commençais à s'intéresser à ce quartier et en marchant dedans, on trouve que chaque bâtiment il a une particularité architecturale d'une période. C'est vrai, c'est un quartier qui était construit depuis les années 20 jusqu'à les années 50 avec plein de tendances architecturaux. Et en passant, en arrivant à la place Paris 5, jusqu'au l'école des Beaux-Arts, voire même ici, l'église Sacré-Cœur, c'est bien ça. Donc, avec 2 clochers, quand même, que je trouve assez semblant d'une arête, c'est bien ça. Alors effectivement, l'église du Sacré-Cœur, qui est improprement appelée cathédrale, justement, c'est un monument qu'on voit de loin,
puisqu'effectivement ces deux clochers sont à l'allure de minaret. Et donc c'est un bâtiment qui a été construit en 1932, et c'est un petit peu amusant parce que c'est un bâtiment qui a été construit en 3 fois. Donc en 1932 la première fois, par Paul Tournon, qui est un architecte qui a réalisé des bâtiments, donc plutôt des églises, une autre notamment à Rabat. Et donc cette improprement appelée cathédrale, pourquoi? Parce qu'elle est de dimension assez monumentale, puisqu'elle est de 33 mètres sous la voûte, et les deux minarets, donc, qui pourraient être considérés comme minarets sous le clocher, font 54 mètres de haut, et vous voyez la grandeur aussi en longueur, elle fait 75 mètres, donc c'est vraiment assez imposant. Alors, ce qui fait la caractéristique aussi de cette église, c'est que ce sont tous ces vitraux qui sont enchâssés dans une résille de béton, puisque cette cathédrale, vous voyez, même moi, je me surprends tout le temps avec mes cathédrales, parce que tout le monde me parle de la cathédrale, et en réalité, donc, ce sont des résilles de béton qui contiennent donc, ces vitraux à la manière des mouchards à pied. Donc effectivement, il y a une correspondance entre l'architecture, j'allais dire néo-marocaine, et puis l'art déco, et aussi ce qui est fait à l'époque de l'Europe. Alors cette église a été construite donc, en 1932, c'est terminé en 1952, pour les 40 000 catholiques qui étaient là à l'époque. Elle est installée donc, sur le parc de l'Algarve, qui fait 30 hectares, dont on ne connaît pas, enfin, on n'imagine pas la grandeur de ce parc. Ce parc a été créé par Albert Lafrage sur les recommandations de Jean-Claude Nicolas Forestier, qui a travaillé d'ailleurs en Espagne, puisqu'il a travaillé sur la restructuration de certaines villes, notamment Séville, et puis Barcelone, alors aussi la Havane et Buenos Aires. Alors donc, ce parc de l'Algarve a été créé sur ces recommandations de Jean-Claude Nicolas Forestier, qui était à l'époque un ingénieur jardinier ou ce qui a été appelé après un paysagiste. Mais on était au début du musée social, à la fin du 19e et début du 20e, et donc c'était une nouvelle façon d'envisager la ville. Et donc Casablanca est reconnu comme étant un laboratoire expérimental vis-à-vis de tous ces architectes et ces urbanistes du monde entier, ce qui est totalement ignoré par souvent les Kazaouis, les Koudaouis qui vivent dans cette ville, qui est vraiment un laboratoire et un musée à ciel ouvert. Et donc ce laboratoire expérimental, pourquoi? En réalité, c'est Henri Prost, donc, qui était ce qu'on appelle maintenant, qui serait un urbaniste, mais qui faisait aussi partie de ce musée social, qui a été recommandé auprès du général Beauté, et donc qui a créé la ville, puisque imaginez-vous qu'en 1920, votre ville comptait à peu près 20 000 à 40 000 habitants. Cette population a été multipliée par 30 entre cette période-là et 1950, et multipliée par 7 entre 1950 et maintenant. Donc vous imaginez cette explosion exponentielle d'habitants, ce qui fait qu'effectivement cette ville est extraordinaire à plusieurs, et notamment, donc je comprends très bien que tu aies été ébloui par les beautés architecturales. Quelque chose m'a marqué plus, c'est en rentrant à l'église, au fond, il y a une espèce de mosaïque en verre avec des drapeaux. Oui. C'est intéressant parce que dans côté gauche, on voyait un peu les drapeaux promoteurs des pays producteurs de l'Europe. Oui. Tous dans le même zone, je ne sais pas si c'est un hasard ou bien. Alors, je ne suis pas du quartier de la Grande, donc je ne connais pas les symboles et puis qui sont réellement les pays qui fabriquent ce genre de produits. Donc, ce que je peux remarquer simplement, c'est que tous ces vitraux, si vous avez déjà eu l'occasion d'entrer dans cette église, effectivement, qui n'est plus une église, puisque ça a été désacralisé dans les années 71, et maintenant, comme maintenant je suis passée tout à l'heure, il y a une exposition sur l'art contemporain, qui semble pas mal d'ailleurs, et donc c'est une église qui va certainement, enfin c'est un monument, puisque c'est une église, qui va certainement vous intéresser aussi par les vitraux qui sont vraiment très jolis, hein, il y a une jolie lumière, il y a une belle composition. J'ai omis de dire, donc, ça vous va peut-être leur poser la question, mais c'est Florence Tournon Branly qui a créé les vitraux avec donc Louis Barrier, qui est quelqu'un qui a travaillé aussi sur d'autres projets, et ensuite Jean Lamet, qui était aussi ceux qui ont conçu ces vitraux. Bon, je ne sais pas s'ils sont toujours vivants, mais on va peut-être leur demander s'ils s'y connaissaient un peu dans ces pays-là, qui étaient un peu... Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur Casablanca et ses trésors architecturaux, ou bien sur son passé architectural? Je vous en ai tellement dit là que... Bon. Oui. Oui. Alors, j'étais, mais cet architecte, je crois que vous parliez de cette architecture néo-massif. Ce mélange de... Alors, donc, les house,
Oui, c'est un quartier un peu particulier puisqu'il a été réalisé donc, par des architectes qui étaient fous du Maroc et qui ont essayé de percevoir comment vivaient les Marocains dans les quartiers traditionnels. Et donc ce quartier a été entièrement réalisé par des Français et qui ont vraiment essayé de comprendre le mode de vie des Marocains, mais sauf que là, on y a ajouté bien sûr tout le confort moderne de l'époque. Et donc c'est un quartier donc, qui a commencé à être construit dans les années 20 jusqu'aux années 50 à peu près, avec plusieurs quartiers différents. Pardon ? Oui, par Albert Laprade notamment, mais c'est pas que lui. Lui était tout au début, et après ça, il y a eu Auguste Cadet, surtout, et Montbriand qui ont travaillé sur le projet. On parle beaucoup d'Albert Laprade à ce moment-là, mais en réalité, il a surtout travaillé sur d'autres projets, notamment le dessin du parc de la Ligue arabe. Et il a participé, mais c'est vrai qu'il a laissé une trace, parce que c'est lui qui a fait des dessins et des aquarelles sur ce sujet. Et voilà. Oui ? Juste par rapport à Casablanca. Oui. À part aussi, il y a le centre-ville là. La fontaine. Oui. Tu connais la fontaine? Oui, je connais la fontaine, oui. Avant, il y avait de l'eau, il y avait de jolies lumières et tout ça. Mais là, maintenant, on voit qu'il n'y a rien. Je ne sais pas comment ils ont arrêté. Oui, alors. Oui. Je peux vous répondre, j'ai des informations à propos de la fontaine de Casablanca. En fait, je suis d'accord avec toi que la fontaine de Casablanca a vraiment perdu un certain nombre de ses charmes caractéristiques. Avant, vraiment, il s'est illuminé, il avait en rouge et vert, avec le jet d'eau et tout. Maintenant, l'histoire de Fontaine, c'est qu'on vient sur la place Louis V. La place Louis V, construite en 1920, au plein centre de la place. En fait, dans cette place, il englobe plusieurs bâtiments administratifs. Il y a le palais de justice, il y a la préfecture, la banque, la poste, le théâtre qui s'est détruit, malheureusement. Et après la création, la reconstruction de la fontaine, c'était en 1976. Je crois que c'est juste après les grèves de 1965. Après, ils ont construit cette fontaine, ils disent pour des raisons politiques, c'est pas, voilà, aussi avec le boulevard Hassan II. Donc la grande place, elle était de Vincennes, ils ont fait passer un boulevard, ils ont mis en plein milieu une fontaine. Maintenant, les autorités disent qu'ils vont détruire la fontaine pour créer un théâtre Casa Art. Maintenant, les travaux sont en marche. Et après, tu vois, je me rappelle, en 17 novembre récent, tu vois, un réseau des associations de développement et durable et de l'environnement, et s'est manifesté, ils ont fait une manifestation sur non, ne touche pas ma fontaine, pour dénoncer la destruction de la fontaine. Et bien sûr, les autorités, ils ont trouvé, je crois, les autorités n'ont pas dit qu'ils vont détruire la fontaine carrément, ils ont dit qu'ils vont la déplacer. Donc c'est ça. Comme elle a dit, madame, tu vois, il y avait, tu vois, plein de bâtiments. Aussi, c'est la place qui se situe juste à côté de la place des Nations Unies, aussi la Ligue arabe. Et dans les alentours, vraiment, il y avait des petites maisons, des villas, comme par exemple l'ambassade des États-Unis. Juste à côté, il y avait aussi des villas, des petits villas maintenant, comme vous voyez là. Il y a le siège de Tijadoura Bank. Ils ont construit ce grand bâtiment. Heureusement, à Cervantes aussi, Cervantes, ce sont des petits, voilà, c'est des petits buildings, des petits bâtiments. Il n'a pas changé. Heureusement, tu vois, il est comme il est. Ah ben, tu disais que ça n'avait pas changé, mais moi je me souviens, il y avait quand même un changement. Parce que je venais dès 99, je prenais des cours d'espagnol, et à cette époque-là, tu vois, c'était pas du tout la même structure en fait. Il n'y avait pas la sécurité. On rentrait par une petite porte. Et à cette époque-là, moi je prenais des cours d'espagnol, et puis j'ai pensé à prendre des cours de cuisine et de théâtre. Et puis en 2011, quand il y a eu le 11 septembre, c'est là où le centre Cervantes a changé. Il y a eu il y a une entrée qui est complètement différente, puisqu'on a la sécurité, on a les barrières, etc. Mais malgré tout, c'est toujours l'esprit Cervantes. Moi, je continue à prendre des cours de théâtre et de musique et de cuisine aussi. Et d'ailleurs, j'ai rencontré pas mal de monde. Il y avait, je ne vois pas, mais il y avait beaucoup de copains là-bas.
Et après, j'ai rencontré d'autres personnes. J'ai rencontré Ahmed qui fait du théâtre, là-bas. Ahmed qui fait du théâtre. Mais raconte-nous le théâtre, qu'est-ce que tu faisais déjà? Enfin, tu fais du théâtre un peu spécial, alors raconte-nous. Oui, merci. Bon, on fait du théâtre. On travaille dans la compagnie d'Ahawassa et on travaille sur... bon, c'est pas à nous de dire ce qu'on fait, c'est des gens, des théoriciens plutôt, mais nous on fait... Alors, ce qui fait, nous, on fait un travail de recherche sur deux éléments essentiels pour nous, c'est le public et l'acteur. On travaille sur ces deux éléments et dans un cadre de laboratoire de recherche. Voilà, on cherche. Mais vous cherchez, c'est sympa, mais... Et toi, t'arrives à vivre du théâtre? Je veux dire, tu viens t'aller avec la recherche? Ça fait vivre avec le théâtre, bon. Bon, c'est comme tout le monde aussi, c'est très relatif de vivre. Tu arrives à vivre. Bon, on arrive à vivre, on n'est pas mort. Hein. Mais ça dépend comment tu vis, c'est quoi ton niveau de vie, tout ça. Et c'est comme tout le monde, quoi. On peut demander, madame, est-ce que vous arrivez à vivre avec votre boulot? Je fais aussi du théâtre. Mais ça dépend ce qu'on entend par vivre correctement, de quoi, si c'est matériel, si c'est spirituel. Je vis, je respecte les jours. Je suis assez heureuse avec ça, on va dire. Ah, voilà, merci bien. Comme tout le monde. Bon, mais à part des gens qui font du théâtre ici, parmi nous, il y a quelqu'un qui porte un pistolet. Et il y en a quelques-uns qui ont de la drogue dans les poches. Il y a quelques couples qui font comme s'ils ne le sentent pas. Et il y a quelqu'un qui porte l'organe d'un donneur. Et 3 personnes parmi nous, ont une dépression. Et 2 personnes qui sont là vont se disputer ce soir. Il y a une personne qui porte 8000 dirhams de vêtements et une personne parmi vous, je ne vais plus la revoir de toute ma vie. Et la moitié d'entre vous, là, est en train de dégérer. 6 personnes ont de l'ulcère, 3 personnes ont la scoliose, et parmi nous, il y en a quelques-uns qui ont des dents en or. Il y a quelqu'un qui a 6 doigts de pied. Quelqu'un a mal à la tête. Et quelques-uns parmi nous, ils ont fait appel à une babysitter pour garder les enfants, pour pouvoir venir ici ce soir, puisque c'est 4 heures. Et il y a au moins 10 personnes, non, 11, y compris moi, qui n'ont pas d'assurance. Et il y en a quelques-uns ici, d'entre nous, qui viennent de tomber amoureux. Et bien sûr, on est tous en train de produire des hormones. Bon, là, vous voyez là, quelqu'un sous cette rampe là a collé un chewing-gum. Là. Et aussi ce soir, il y a avec nous Rabia. Je vous le présente. Bonsoir Rabia. Bonsoir. Bon, Rabia il a une habilité extraordinaire et lui, il arrive à chanter avec son corps. N'est-ce pas, Rabia? Non, vous êtes pas chanter, c'est une métaphore. C'est une métaphore. Oui, donc, comme vous voyez là, il y a un proverbe marocain de nos ancêtres qui dit qu'on ne peut pas applaudir avec deux mains, avec une seule main, pardon. Donc là, on peut applaudir comme ça avec une main. Oui. Et si on se concentre bien, tu vois, là, on peut faire un rythme avec une seule main.
c'est appliqué. Pardon? Ok, là je vais vous montrer un petit truc que je l'ai créé, inventé. J'ai développé ce truc-là. Donc j'ai le plaisir de vous montrer un avant-goût de Chicanois. Donc je crois que vous savez comme dans la culture marocaine, il y a le rap de Glawa. Et aussi en espagnol, comment on appelle Castañuelas. Là, moi, j'ai appelé ces trucs-là les Chicanois. Donc, vous voyez, c'est encore primitif, c'est encore dans la phase de recherche. Donc, on met ça comme ça dans le et après, ça c'est juste le bois. Et en même temps, comme je disais, je suis encore dans la phase de recherche, j'ai essayé le métal, le bronze aussi. J'aimerais bien changer la qualité de ce bois-là pour avoir plus de résonance. Et ça, c'est juste des petits bouts d'élastique avec des petits trucs de métal ici. En fait, donc, toujours dans la phase de recherche, j'essaie toujours d'expérimenter de la matière pour créer des notes de rythme. Et là, c'est juste une expérimentation. Je vais vous montrer comment ça sonne et vous allez me dire votre avis. Oui. Ça fait combien de temps? Note, là, je disais que je suis encore dans la phase de recherche. Donc là, tout ça c'est dit. J'espère, vous allez voir ça dans un spectacle. Merci beaucoup. Là, j'espère un jour, je ne sais pas, d'ici 1 an, 2 ans, j'aimerais bien vous inviter pour voir ma performance personnelle institutique à moi. Merci. Oui, c'est la machine à café. Ah oui, c'est le distributeur. Okay. Oui, aussi, il y avait, quand je venais prendre des cours ici, il y avait un distributeur de chocolat. Et chaque fois qu'il y avait une pause, je prenais un Kit Kat. En fait, je suis addict au Kit Kat. Ben, ça me rend fou. Imaginez, je prends 6 paquets par jour. Ben oui, vous verrez que c'est pas facile. C'est pas facile. Ben, j'aime bien le Kit Kat. Il y a le Twix. En fait, il y a le Twix, mais j'aime pas le Twix. Le Twix, il y a seulement 2 barres et c'est dur à croquer. Le Kit Kat, c'est facile à croquer en fait. Je peux manger une barre en 2 bouchées. Donc, vous connaissez le Kit Kat, il y a 4 barres, construit de 3 couches de biscuits enrobés dans du chocolat. En fait, le Kit Kat a été créé en Angleterre en 1935 par la compagnie Rowntree. Mais là, dans le monde entier, il est connu par Nestlé, qui a acheté Rowntree en 1988, sauf aux États-Unis là, qui est produit par Chase. En fait, le Kit Kat, sa forme d'origine, c'est des 4 barres enroulées dans du chocolat collé l'un à l'autre. En fait, cette forme a fait l'objet d'une protection par Nestlé et qui a été finalement reconnue par l'Office des marques communautaires en Europe, après une longue bataille judiciaire avec son concurrent Cadbury. En fait, il ne faut pas confondre, hein. Il y a le Kit Kat et il y a aussi des aliments pour chien qui s'appellent Kit Kat. Il faut seulement remplacer l'espace avec un peu, ça peut donner Kit Kat. Pour l'instant, le Kit Kat il est produit dans le monde entier, à peu près. Son principale usine, c'est aux États-Unis, oui. Mais on peut le trouver au Canada, en Australie, en Japon, en Afrique du Sud, en Inde.
Indonésie aussi et en Russie. Ah oui, la Russie. En 2008, il y avait vraiment un conflit social parce que les fournisseurs de KitKat ne voulaient pas augmenter les salaires des ouvriers. C'est méchant ça. Les composants de KitKat, comme vous pouvez le savoir, c'est chocolat au lait, des composants laitiers, du sucre, de farine de blé, lactose, lestine de soja, oui, pardon. Exactement, voilà, il y a de l'huile de palme. Oui, ça me fait rappeler le 17 mars. On est en mars, n'est-ce pas? Ça coïncide avec aussi l'anniversaire de Maria. On peut lui souhaiter un joyeux anniversaire. Bon, en fait, il y avait Greenpeace qui a fait une parodie publicitaire où il y avait un type avec cravate, chemise, assis dans son bureau. Il voulait prendre une pause KitKat. Alors il déballe son KitKat. Alors le moment où il va croquer, il croque un poil de gorille. Alors là, tu vois le sang dans la bouche, sur son manteau, la chemise, sur son clavier, dans les papiers. C'est dégueulasse. Mais c'était en fait pour dénoncer l'utilisation de l'huile de palme qui causait la déforestation par la suite l'extraction des gorilles. Nestlé, juste après, je me rappelle, ils ont dit qu'ils allaient rompre leur partenariat avec leur fournisseur de huile de palme, Smart. Mais le malheur, c'est que pour moi, j'ai jamais retrouvé le goût de KitKat original. Ça m'entriste. En fait, comme j'ai dit, le KitKat a été créé en Angleterre. Son principale usine est aux États-Unis. Mais ceux qui ont vraiment su développer plus de saveurs, c'était en Japon. Il y a même des saveurs un peu insolites. Il y a celle de banane, melon, thé vert, azuki, les petits pois. Il y a aussi des éditions de luxe qui font sortir de temps en temps. Mesdames et messieurs, dans une barre de KitKat, vous avez 45 grammes. Dans ces 45 grammes, vous avez 230 kilocalories. Alors, dans 4 barrettes de KitKat, vous avez 930 kilocalories. Alors, si vous mangez un paquet par jour, dans un mois, vous avez 30 paquets, alors vous avez 28 200 kilocalories. Alors, mesdames et messieurs, ça fait grossir. Alors, KitKat a été pour leur publicité, ils sont connus par le thème Pause KitKat. Take a break. Voilà. Merci, Christine. Maintenant, je vous invite à tous à me suivre au 12e épisode de la série Klingon. Par ici.